Bonjour et bienvenue sur Rencontres et Réseaux, la chaîne qui vous raconte une histoire à la fois. Aujourd'hui, je suis à Sallanches à la rencontre de Anaïs Seignobos, donc qui est responsable marketing et événementiel à Outer Range. Donc Outer Range, en fait, est une brasserie artisanale coloradienne installée ici même à Sallanches. Et donc Anaïs va nous expliquer un peu tout ça. Donc car il s'agit d'un concept très intéressant, car au sein de ce complexe, on retrouve en fait un bar, un restaurant, mais aussi un café. Donc, on va voir tout ça avec Anaïs. Mais avant toute chose, je vous invite, comme toujours, à vous abonner et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous, car c'est la seule façon où vous pouvez me soutenir et que ça me motive de vous apporter plein d'autres projets, plein d'autres personnes, plein d'autres rencontres. Et donc, je vous dis à tout de suite. Bonjour Anaïs. Bonjour Consolata. Merci beaucoup de ton accueil. Avec plaisir. Vraiment, je suis ravie d'être là parce qu'en fait, j'aime beaucoup le concept qu'offre Outer Range. Mais avant que tu nous expliques un peu tout ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et ce que tu fais? Ok. Alors moi, je suis Anaïs. Je suis à mi-temps derrière le bar. Vous pouvez me trouver derrière le bar et à mi-temps côté marketing, événementiel et communication sur Outer Range Alps, du coup. D'accord. Donc, Outer Range Alps, est-ce qu'il existe une autre branche quelque part? Oh, c'est ça. En fait, la maison mère se situe au Colorado, à Frisco. Et en fait, ils ont voulu s'expatrier. Et ils ont ouvert une deuxième maison ici, dans les Alpes. D'accord, très bien. Donc, on va commencer par les fondateurs. Donc, les fondateurs sont américains? Oui. D'accord. Et donc, comment ça a été créé, du coup, cette idée? Ok. Alors, eux, ils se sont rencontrés à l'armée. D'accord. Et lui, en fait, était déjà amateur de bière. D'accord. Il en faisait chez lui. Et puis, l'idée, c'est petit à petit développer pour ouvrir un bar. Un bar à bière artisanale. Dont lui était le producteur. D'accord. Et puis en fait ça a très bien marché. Et au début ils avaient un petit bar et puis après un grand bar. D'accord, très bien. Voilà. Parce que en fait, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte le nom Outer Range vient en fait d'un poème de Kipling, je crois. Okay. Et non, parce que je me demandais mais Outer Range pourquoi? Et c'est un nom qui est très unique. Ouais. Je trouve. J'ai dû demander à Émilie. Du coup, c'est Lee et Émilie. D'accord. J'ai dû demander à Émilie pourquoi Outer Range. What does it mean? Et en fait, elle m'a juste dit ça veut dire hors des sentiers battus. Ok. Et ça prend tout son sens et côté Frisco parce que c'est dans les Rockies. D'accord. En montagne aussi et ici en montagne aussi. D'accord. Même univers. Ok. Non, franchement, très bon choix de nom. Non, vraiment. Et donc maintenant, le concept Outer Range, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'on y trouve ici? J'expliquais avant que tu arrives que c'est un concept que je considère 3 en 1. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, l'établissement, en fait, en lui-même, c'est un 3 en 1, puisque nous avons Conflict Coffee, Outer Range, Chicken Scratch. D'accord. Si on parle que du Outer Range, alors voilà, nous sommes producteurs de bière artisanale, que vous voyez avec les cuves qui sont derrière nous. Tout est fait ici sur place. D'accord. Et on propose une nouvelle bière par semaine, à peu près. D'accord. Et puis c'est aussi à l'expédition. D'accord. En fait, on expédie plus qu'on ne vend ici. Voilà, c'est ça. En fait, à Outer Range, c'est mondial. Ça touche énormément de monde. D'accord. Donc voilà, c'est fait ici, en tout cas les canettes, que ce soit ici ou dans les Rockies. Les Rockies, c'est plus à Frisco pour les États-Unis. D'accord. Et puis nous, c'est plus mondial parce que la production est plus grande. D'accord. Mais du coup, dans l'établissement, alors on a Conflict Coffee où on va torréfier nos grains de café. Et puis côté bar, produire de la bière. Et Chicken Scratch, c'est à l'américaine. D'accord. Où c'est basé sur le poulet épicé. D'accord. Ok. Voilà. Donc revenons un petit peu sur en fait Outer Range, donc le côté brasserie. Donc on est d'accord que tout est brassé ici et aussi mis en canette. Et la vente se fait également sur place, j'imagine. Comment ça se déroule? Exactement. Donc là vous avez derrière tout ce qui est fabrication de la bière. Vous avez derrière tout ce qui est
mise en canette. D'accord. Et on fait aussi mise en keg. Les kegs, c'est des fûts. Donc ça se passe derrière. D'accord. Après, soit on les envoie, donc mise sur palette et puis envoie. D'accord. Ou soit on a la vente sur place qui est derrière, juste là. D'accord. Et puis donc soit on peut acheter à la canette à l'unité, soit en pack de 4 ou à la tireuse ici avec son petit verre. D'accord, très bien. Donc cette vente a eu lieu en ligne. Vous avez un site internet. Comment ça se passe? Exactement. On peut aussi acheter en ligne. Donc en tant que particulier, on peut très bien aller sur notre site en ligne. D'accord. Et puis acheter les canettes qu'on veut. Et c'est nous qui et c'est totalement artisanal puisque c'est nous qui faisons les cartons. D'accord. Ok. De nos particuliers. Oh wow. Et puis de nos professionnels aussi, mais après ça passe avec nos salesmen. Ok, voilà. C'est très bien. Et donc, quelle sorte de bière est-ce qu'on peut trouver ici, ou qu'est-ce que vous brassez? Est-ce que ce que vous brassez, on trouve tout ici, ou comment? Oui. Ok. Tout ce qu'on brasse, on en a au moins quelques-unes à la vente, ça c'est sûr. Nous, on est spécialisé dans l'IPA. Ok. Donc, dans les différentes sortes, il y a énormément de sortes de bières, on est bien d'accord. Oui. Les plus classiques, c'est les Pilsner Lager. Puis après, on va avoir donc ça, c'est les différentes sortes. Voilà. Ça, c'est vraiment juste un exemple. Et du coup, dans l'IPA, il y a les Hazy IPA et les West Coast. Ok. Et du coup, on est spécialisé dans les IPA d'accord, qui ont été renommées. Oui. D'ailleurs, on a In the Steep que j'ai en tête, qui est la plus renommée qu'on ait eue, qui a des touches de pamplemousse, mais ça veut pas dire que ça a fermenté, enfin ça veut pas dire que ça a été brassé avec des fruits. D'accord. C'est juste donc les IPA, c'est plusieurs houblons qu'on va assembler ensemble ou un houblon unique. D'accord. Et qu'à la fin ça va donner un certain goût à la bière. D'accord. Donc est-ce que tu dirais que ce sont des goûts uniques, ou est-ce qu'on retrouve les mêmes un peu en France? Alors moi, connaissant Outer Range, je suis déjà venue consommer ici. En fait, je trouve qu'il y a une signature quand même à vos bières. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai qu'on retrouve. Je pense que dans toutes les brasseries, c'est un peu ça. On met un peu notre touche. Oui. Et c'est vrai que nos IPA, même ailleurs, on les reconnaît que c'est les nôtres. Ça, c'est vrai qu'on a notre petite touche. Voilà, très bien. Et ce touch-là, il va jusqu'à même dans les canettes, en fait. Je trouve que les canettes sont juste colorées, ils sont uniques. Ouais, le design est bien représentatif de chez nous. C'est vrai que on a que des compliments sur les labels, enfin les étiquettes, et c'est vrai qu'on en est fiers aussi. Non, mais il y a de quoi être fier. Franchement, c'est vraiment très bien. Donc, qu'est-ce que tu dirais rend Outer Range unique par rapport à d'autres brasseurs qu'on peut trouver un peu partout? Qu'est-ce qui vous rend unique? Unique. Déjà, alors juste en parlant de la bière, des IPA, déjà on en produit, enfin on a beaucoup de recettes, et ils hésitent pas à en faire de nouvelles. En fait, donc on aura toujours de la nouveauté. D'accord. D'ailleurs, la plupart des bières qu'on sort sont nouvelles. Et puis, comme je disais, il y a cette petite touche, surtout dans les hazy, cette petite touche d'agrumes, enfin hazy, hazy IPA agrumé. Puis on est vraiment artisanal, tout est fait sur place, c'est ici. On est quand même fiers de ce qu'on sort. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal. Je dirais pas que les autres brasseries ne l'ont pas. Chacune a sa signature, c'est ça. Exactement. Donc oui, j'aime bien ce que tu as dit par rapport, c'est artisanal, et ça fait toute la différence, parce que c'est quand même important de savoir qu'on est en train de boire quelque chose qui est fabriqué ici, enfin, dans ce cas brassé ici, mais en canette ici, et c'est vraiment exceptionnel. Donc tout à l'heure, tu as mentionné que en fait Outer Range, quand je dis vous sortez en fait des bières une fois
par semaine. Ouais. Donc, est-ce que ça veut dire que ça tourne comme ça à chaque fois ou est-ce que vous avez des bières signatures qui sont là toute l'année? Comment ça se passe niveau... Alors, on en a quelques-unes qu'on essaie de refaire assez fréquemment. D'accord. Quand je parle de ça, du coup, il y a la In the Stick, qui est quand même là assez fréquemment. Une de nos West Coast qui s'appelle Cosmic Sauce. D'accord. Donc ça, on les fait assez régulièrement. Mais il y a des recettes qui reviennent. Ok. Mais il y en a qui reviennent jamais. Voilà. Des fois, c'est un one shot. Ok, d'accord. Et pourquoi ce choix, justement, de one shot? Parce que, par exemple, chez vous, moi, j'aime beaucoup le Under Story. Ok. Mais donc, si demain, je reviens et puis il y est pas, je pense que je vais me dire, ah, zut! Mais en fait, pourquoi ce choix, justement, de Outer Range d'avoir des one shot? Alors, Understory reviendra. Ok. Mais c'est le fait de pouvoir en fait explorer de nouveaux horizons. Il n'y a pas de limite à l'IPA. D'accord. Et on a nos brasseurs qui ont envie de créer, qui ont envie de nouveautés et du coup Lee qui est notre CEO laisse quand même a toujours un œil et est toujours très présent aussi. D'accord. Mais il est pas contre l'idée de faire de nouvelles recettes. D'accord. Et voilà. Et du coup aussi, on a beaucoup de collaborations. Et du coup, chaque collaboration a ses attentes, a ses envies, a sa manière de travailler aussi. D'accord. Donc on a de nouvelles recettes à chaque fois. D'accord. Ok. Donc c'est une très bonne idée parce que c'est vrai que ça vous permet de diversifier un petit peu la production. Ça doit être un challenge aussi, j'imagine, pour la production de sortir une bière. Ça c'est sûr. Et voilà. Donc ok, très bien. Donc on a parlé de la vente. Je remarque aussi que vous faites aussi de la merchandising. Et aussi j'imagine aussi pour Conflict Café. Aussi ils vendent aussi du café. Comment est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ce choix aussi de passer aussi côté merchandising? Merchandising, c'est alors en France, j'avoue que j'en ai rarement vu. D'accord. Mais en fait la marque Outer Range au Colorado, d'accord. En fait, elle fait fureur. Ok. Vraiment. Je n'y suis encore jamais allée, mais par exemple notre Global Head Brewer, il y est allé et disait c'est vraiment grand en fait. D'accord. Et les gens ont envie d'avoir de rapporter chez eux un petit quelque chose, un petit. J'ai beaucoup aimé cette bière. Oui. J'ai beaucoup aimé l'ambiance aussi. Ça fait beaucoup de choses, l'ambiance, l'environnement, etc. J'ai envie de rapporter ce souvenir-là avec moi. Et en fait, depuis qu'on en a mis ici, c'est juste derrière vous sur la gauche. C'est comme on n'a plus de t-shirt, parce qu'en fait ça c'est peut-être peu développé en France, mais ça marche. Ça marche. Faut juste que les designs soient jolis aussi. Les designs sont jolis et j'ajouterais qu'en fait ça me dérangerait pas de porter la marque Outer Range. En fait, c'est une marque en fait à part entière, je trouve, que porter d'autres marques. On va dire par exemple la marque qui commence par H. Ça me dérangerait plus de porter ça. Donc c'est vraiment une marque qui sort. Et aussi on a cette idée en fait, on est à la montagne également. En fait, c'est vraiment un concept. Et puis c'est assez subtil. Enfin là j'en ai un. C'est juste devant, c'est juste écrit ORB. Voilà. Puis on va peut-être avoir quelque chose derrière. C'est très subtil. Voilà, exactement. Ça se porte bien. Très bien. Et donc, est-ce que vous organisez, par exemple, des dégustations, etc.? On organise, alors pas encore de dégustation. Faut savoir qu'on est ouvert que depuis fin novembre. D'accord. Donc tout est in the making. Mais on fait des visites de la brasserie tous les premiers, soit lundi du mois, soit mercredi du mois. C'est par rapport aussi au brasseur, parce qu'en fait c'est notre brasseur qui vient d'arriver, qui fait la visite. Donc il prend son temps pour expliquer et les gens apprécient énormément son professionnalisme, ses explications. Donc on a ça. Et puis sinon on a des événements. En ce moment, on diffuse l'Euro. Il y a aussi les week-ends. Ce week-end-là, on va avoir un pop-up d'un. On essaie toujours de travailler avec des gens de par ici, local.
Donc là, on va avoir un pop-up avec Selwyn Bicycles et c'est vraiment un fabricant de cadres de vélo sur mesure. Donc en fait, lui, il a besoin de... Je lui ai proposé, est-ce que tu veux proposer... On a tellement de place et exposer en fait les vélos. Et il était genre oui. Week-end d'après, on a Flash Tattoo Days. Oh, wow. Donc voilà, on a plein de petits événements comme ça. On est Sunday, on a Sunday Brunch. J'essaye de varier. Et puis on a de la musique, on a DJ qui vient, et puis de la musique live aussi. D'accord. Et du coup, à l'intérieur, il y a aussi un working space, open space avec de la fibre. Et c'est intéressant pour les gens qui veulent venir travailler sur place. D'accord. Donc les freelanceurs. Ceux qui veulent bosser hors de la maison en télétravail, everybody's welcome. Ok, d'accord. Donc ça veut dire tout le monde est la bienvenue. Je pense que c'est une excellente façon en fait de faire connaître déjà l'endroit et du coup comme c'est déjà populaire, on va dire, parce qu'il y a ce côté très cosy que j'aime beaucoup ici à Outer Range. Quand je viens, parfois, je vois les collègues après le travail after work qui viennent. Donc, je pense que c'est un concept qui manquait vraiment. Je dirais pas en France, parce que je pense que il y a d'autres endroits, peut-être il y a quelque chose de similaire, mais ici, il manquait vraiment cette ambiance-là où on a tout à la fois. On peut boire une bonne bière, le matin on vient on prend un café, midi on prend une bière, le soir on vient manger et boire de la bière. C'est ça. Donc c'est vraiment sympa dans une ambiance juste incroyable. Ouais, on a essayé que ça parce que c'est grand, faut savoir que l'établissement auparavant c'était un bowling. Donc il fallait aussi combler ce grand espace par des lumières, des tapis, des jolis fauteuils, enfin voilà. Donc on a essayé de faire au mieux et je pense que c'est réussi. Voilà, c'est très réussi, je confirme. Et donc est-ce que tu dirais que c'est ça qui a un peu inspiré les fondateurs pour s'installer dans les Alpes, à la montagne? Oui, en fait ils voulaient vraiment avoir un endroit qui ressemble à ce qu'ils ont à la maison. D'accord. Mais pas spécialement au détail près, mais juste l'environnement, as we say in English, la vibe. Oui, le vibe. Le vibe. Je sais pas comment, l'atmosphère, Et puis que ça soit quand même un endroit clé, c'est-à-dire que Salanches, on est obligé d'y passer si on retourne de Chamonix, si on descend de Megève. En fait, c'est un peu le key point des stations de ski environnantes. Et ça reste quand même une ville. Voilà. Du coup, tout ce qui est expédition. Enfin, voilà. Il fallait que ça soit un endroit stratégique et, c'est ça. Et ils ont mis du temps, en fait, à trouver, d'accord, l'endroit parfait. Et du coup, ça a atterri ici. Et donc on va dire c'est une bonne stratégie parce qu'à Outer Range, j'imagine Colorado pareil c'est à la montagne. Donc ici également c'est à la montagne. C'est ça. Donc ça vient un peu la continuité, on va dire, de l'histoire de Outer Range. Oui, il fallait que ça suive un fil conducteur de toute façon. Si ça avait été en pleine ville, ça serait pas du tout dans l'image que reflète Outer Range. Outer Range, d'accord. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on passe un peu à Conflict Coffee. Oui. Est-ce que tu connais l'histoire derrière ce nom? Pourquoi Conflict Coffee? Du coup, Lee et Millie, comme je disais au tout début, se sont rencontrés en tant que militaires. D'accord. Et ont été envoyés dans des endroits où il y a du conflit. Et pour amener sa petite pierre à l'édifice, en fait, il voulait pouvoir reverser des fonds dans les endroits où il y a des conflits. D'accord. Donc prendre des grains de café qui sont dans ces pays-là. D'accord. Ceux qui en produisent évidemment. Et puis par la suite pouvoir redonner dans ces pays-là. D'accord. Et là, ils ont décidé en fait de combiner un peu l'humanitaire, on va dire, et aussi proposer des cafés d'exception. Ouais, vraiment. C'est ça. C'était de prendre de la qualité tout en pouvant aider comme ils peuvent. Voilà. Et puis après, les grains du coup sont amenés ici. D'accord. Et torréfiés sur place. Wow. Voilà. J'ai bu un café avant que
Et le café, il est vraiment top parce que pareil, je répète, mais c'est vraiment unique dans le sens où c'est pas un café ordinaire. On sent que là, c'est charnu, il y a de l'âme. Exactement, exactement. Donc très bien. Et donc parlons de Chicken Scratch. Je sais pas s'il y a l'idée derrière ce nom-là. Il y a un restaurant aussi dans la maison mère au Colorado. Je crois qu'il s'appelle Birdcraft. Et du coup, c'était dans la même lignée. Ouvrir un restaurant sur place qui propose du poulet essentiellement. Et il faut savoir que les Américains adorent l'épice. Enfin, vraiment épicé. Oui. Et du coup, ils ont voulu amener ce concept-là ici. Il faut savoir que les anglophones souvent aiment l'épice, que ça soit épicé. Et ayant des amis dans la région anglophone anglais, ils ont été surpris par à quel point c'était épicé. Donc ne pas sous-estimer l'épice. Et du coup voilà, on a une super chef qui fait en sorte que on ait de la variété, on a des salades du moment, on a des burgers du moment. En ce moment, le vendredi, on fait Tacos Friday. Le dimanche, on fait les brunchs. Donc, elle essaie de varier les plats. Et tout est fait maison. Que ça aille du plat au dessert, les brownies sont faits maison, tout est fait maison et avec amour. D'accord. Donc l'expérience américaine, on va dire totale. Voilà. Et donc est-ce que ça voudrait dire c'est vraiment exactement comme on peut en manger par exemple le poulet en Amérique, ou est-ce que vous avez décidé en fait après de modifier un petit peu la recette pour s'adapter C'est pour ça que je me suis américaine. C'est pour ça que je me suis pincé les lèvres. Parce que au tout début, en fait, ils avaient les levels, les niveaux qu'ils ont à Frisco. Et en fait, moi qui ne suis pas du tout quelqu'un qui mange épicé, ils m'ont fait tester le niveau 1. Je m'en souviens. Et je leur ai dit, il va falloir adapter au palais français. Parce que nous, on n'a pas beaucoup l'habitude de manger épicé. Et quand on dit épicé, c'est vraiment, ça pique. C'est piquant. Voilà. C'est, Parce qu'il y a des saveurs, mais ça pique, quoi. C'est ça, oui. Quand je dis épicé, c'est spicy en anglais, et du coup, c'est vraiment juste piquant. Et du coup, ils ont baissé, ils se sont adaptés enfin, je veux pas dire à mon palais non plus, mais ils ont baissé le niveau d'intensité de piquant, pour que ça plaise au plus grand nombre ici aussi, parce que l'idée c'est que ça reste quand même piquant, parce qu'on a que 3 niveaux. Exactement. Mais pas que niveau 1 et puis ça ne puisse pas être pris, quoi. Donc voilà. Donc vous avez le choix de choisir le niveau d'épices qui vous correspondrait. Donc n'hésitez surtout pas à venir, et c'est délicieux. Et je sais parce que je suis une adepte de cette maison. J'aime beaucoup venir ici, et en fait les 3 endroits sont juste incroyables. Et ce qui me marque aussi, c'est l'hospitalité qu'on trouve ici. On trouve aussi en fait l'ambiance à l'américaine, très conviviale, ce qui se ressent déjà par la décoration, le niveau cosy quand on parlait tout à l'heure, et aussi l'équipe en total. Donc voilà. On essaye. C'est important. C'est avec plaisir. C'est très bien. C'est avec plaisir. Surtout qu'entre nous, il y a pas vraiment Conflict Coffee, Outer Range, Chicken Scratch. On est tous une équipe, quoi. On est une team, et on apprécie travailler ensemble, et du coup, ça se ressent. Et les gens apprécient et reviennent. C'est très bien. Continuez à nous faire rêver, et voilà, c'est parfait. Merci. Donc maintenant, je te propose qu'on aille voir tes collègues. Donc à la production ici à Conflict Coffee, peut-être. Bien sûr. Allez, let's go. Bonjour. Bonjour, Consolata. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, je m'appelle Elsa. Je suis barista au Conflict Coffee, donc depuis l'ouverture au mois de novembre. Donc, mon travail, ça consiste en préparer le café de diverses manières et l'extraire pour qu'on ait un résultat optimal. D'accord. Voilà. Comme on est une petite équipe aussi, une partie de mon travail, c'est de mettre en sachet les grains qu'on torréfie juste ici.
D'accord. Voilà. Donc tout est torréfié sur place. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce que tu proposes comme café et déjà pour commencer? Alors oui, tout est torréfié sur place. On a établi les profils de torréfaction avec un torréfacteur qui est meilleur ouvrier de France, qui s'appelle Michael Portanier. D'accord. Et donc il nous a un peu aiguillé au début pour sélectionner les cafés. En premier lieu, les grains verts, donc non torréfiés, les sourcer, et aussi pour établir les profils de torréfaction qui sont utilisés au jour le jour par le patron qui torréfie, puisque Michael est basé sur Paris. D'accord. Donc voilà, à l'heure actuelle, on a 3 origines de café différentes. D'accord. Éthiopie, Rwanda et Guatemala. Comme Anaïs en a un peu parlé tout à l'heure, on essaye de sourcer le café dans des zones de conflit actuelles ou passées. D'accord. Et donc le but, c'est à terme de reverser ces fonds-là dans les zones de conflit. D'accord. On propose aussi des boissons comme du matcha latte, du chai latte et puis du chocolat chaud. D'accord. Et aussi, bien évidemment, des pâtisseries qui sont faites maison. D'accord. Par nous-mêmes souvent. Et donc voilà, pour accompagner une bonne tasse de café. D'accord. Voilà. Merci Elsa. Je t'en prie. Alors, je m'appelle Sarah, je travaille à Autorange côté production. Donc moi, je suis packaging manager et je m'occupe donc principalement de la ligne d'encanage qui se trouve juste à ma gauche. Ensuite, donc le processus de fabrication de la bière. On va commencer par concasser le malt donc dans une pièce à part. Avec des ingrédients, il n'y a pas que le malt, mais principalement du malt d'orge, qui sera amené du coup par des tuyaux dans les cuves de brassage, les cuves les mélangeurs. D'accord. Donc là, c'est donc le travail des brasseurs. Donc le brasseur va mélanger avec de l'eau à température assez élevée. Donc c'est l'empâtage avec le malt, tout ça. D'accord. Ensuite, une fois que donc la bière a été brassée, on la laisse reposer dans les cuves de fermentation juste là. D'accord. Donc juste à partir de cet instant, on peut rajouter après un processus le houblon. Donc à froid pour donner après par exemple des bières plus douces, des bières fruitées comme donc ce qu'on fait ici les IPA. D'accord. Ensuite donc voilà, on les laisse se reposer ici et ensuite on les transfère dans les lignes dans les cuves de mise en canette. Voilà, en packaging. D'accord. Et donc là on peut les mettre donc on transfère la cuve ici à la ligne de mise en canette, donc juste là. D'accord. Donc nous on fait en canette, on peut aussi en bouteille, mais on préfère les faire en canette. C'est mieux pour la conservation. Voilà, et conserver en fait le goût. Je pense que c'est mieux aussi, en il y a canette. pas de lumière qui vient à perturber la bière. Absolument. Et ensuite, on peut les mettre aussi en fût. Donc, nous, on les met en fût en key cake, ça s'appelle. Donc, en plastique. C'est plus léger, c'est plus pratique. Il y a de plus en plus de bars, de brasseries qui utilisent ce procédé. D'accord. On fait aussi des kegs en inox pour les locaux. D'accord. Enfin, des fûts inox, pardon. Et voilà. Après, une fois passée dans la machine d'encanage, elle est prête à être expédiée dans le monde entier. D'accord, voilà. Très bien. Donc, une question que je me pose toujours, comme Anaïs m'a expliqué qu'en fait, il y a une bière différente à peu près chaque semaine. Est-ce que vous nettoyez du coup les cuves avant? Comment ça se passe en fait? Parce que pour ne pas contaminer, on va dire à niveau gustatif, la bière en production. Et quels sont les délais de production justement du moment où du début à la fin, on va dire. Début à la fin. Oui. Alors ça va dépendre de pas mal de bières. Après les bières, les IPA, c'est souvent la même chose. Mais oui, alors pour la première question.
fabrication, on nettoie donc vraiment tout avant, après, chaque cuve. Donc avant le remplissage, une fois qu'on l'a transféré dans la deuxième cuve, on nettoie la première. D'accord. Une fois que la deuxième cuve est vide, on nettoie. Donc on la nettoie une fois qu'elle est vidée, qu'elle est mise en paquet, en canette, quoi. Voilà. Et on nettoie aussi quand même la ligne d'encanage avant et après. D'accord. Donc c'est grâce à la machine ici, donc où il y a des produits dedans. D'accord. Et on transfère tout par tuyau en fait. D'accord. Donc c'est avec des produits des produits qui nettoient bien. Et normalement il n'y a pas de problème. D'accord. Il y a des fois, voilà, ça peut arriver. Hein, il y a plein de brasseries qui ont parfois des petites contaminations, mais c'est gérable. D'accord. Faut faire attention. D'accord. On a plein de méthodes pour savoir si c'est contaminé ou pas. Exactement, très bien. Et donc, concernant justement les délais de fabrication du début à la fin, comment cela se traduit? Délai de fabrication, on peut mettre... ça prend une journée en fait déjà pour le brassage. D'accord. Pour tout ce qui est mélangeur, brassage, tout ça. Ensuite, on transfère. Donc, ici, on a 60 hectos. Et là, on a la moitié pour le mélangeur et le brassage. D'accord. Donc, on fait l'étape en 2 fois. Ok. Donc, on fait 2 fois la même bière pour mettre dans les cuves de fermentation. Ensuite, ça repose jusqu'à ce que en fait la bière soit stabilisée. Donc, ça reste à température. Par exemple, une IPA, ça va être aux alentours de 20 degrés. D'accord. Donc, à partir de là, une fois que elle est stabilisée, on peut mettre le houblon. Et donc là après on va refroidir la bière, donc ça s'appelle le crash cooling. D'accord. Après moi je suis pas brasseuse, donc peut-être que je peux me tromper sur certains points, mais ça se passe comme ça. Et ensuite on jette le houblon qui s'est mélangé en fait, ça s'est empâté au fond de la cuve. D'accord. Et donc ça a pris le goût, la bière a pris le goût du houblon, et en fait on donne le goût de la bière grâce au houblon, et en fait on met plus ou moins de temps, on laisse plus ou moins de temps le houblon pour donner le goût qu'on veut à la bière, quoi. D'accord. Donc si on laisse plus longtemps, elle sera par exemple plus amère, ou il y aura sera plus goûtu. Pour les bières un peu plus légères, on va laisser un peu moins longtemps. Enfin voilà, c'est plein de procédés différents, donc ça peut dépendre. C'est plus ou moins une semaine et demie. Oui. Une semaine et demie pour une IPA classique, je pense. Voilà. D'accord. Okay. Voilà. Et concernant la fermentation, comment se déroule la fermentation? La fermentation, normalement, elle se passe donc dans les cuves, entre les cuves de brassage et le fermenteur, en fait. Ça se passe aussi autant dans le fermenteur, c'est pour ça que ça s'appelle une cuve de fermentation. D'accord. Donc ça se passe aussi là. Et une fois que en fait, la levure a mangé tout ce elle devait manger dans la bière, donc ça crée du sucre, etc. Voilà. Là, ça veut dire que donc elle s'est reposée et on n'a plus besoin de la levure, donc on jette la levure, le houblon, et après on les passe en cuve de packaging. D'accord. Donc, est-ce que cela est un challenge pour la production quand on doit fabriquer plusieurs bières différentes sans savoir vraiment la finalité de cette bière? Oui, je suppose que ça doit être quand même. Faut toujours être aux aguets, faut toujours surveiller, parce que s'il y a un écart de température, ça peut modifier totalement le goût de la bière. Ça nous est déjà arrivé, donc on modifie le nom de la bière. La finalité de la bière, ça nous est arrivé oui, voilà, c'est vivant, donc forcément on peut pas, des fois des petits problèmes, on corrige et puis on s'adapte. D'accord. En fait, c'est transformer ces imprévus c'est comme ça d'ailleurs on découvre beaucoup de choses. Oui, des fois c'est comme ça que s'est créée la bière aussi, avec des accidents, donc exactement. Donc voilà, exactement. D'accord. Donc merci beaucoup. Donc merci beaucoup Anaïs pour la visite.
J'ai beaucoup apprécié de comprendre un petit peu plus et avoir beaucoup plus de détails par rapport à voilà ce que vous proposez ici. Et donc tu sais que l'émission s'appelle Rencontres et réseaux. Donc je vais à la rencontre justement des artisans, des entreprises qui font des choses incroyables dans notre vallée. Et l'idée aussi c'est que tu me proposes, hein, si tu peux, proposer d'autres personnes à qui je peux aller voir prochainement. As-tu une petite idée? Avec plaisir. Déjà, merci Consolata d'être venue nous voir. C'est avec plaisir qu'on t'a accueilli. Le concept est grave chouette. Oui, bien sûr. Bah, toi qui es intéressé par la bière, le processus, ou même sur la brasserie, comment on est unique, quelle est notre touche personnelle. Il y a plusieurs brasseries dans les environs. Il y a Big Mountain, qui font de la très bonne bière. Et comme ça, tu pourrais voir d'autres processus et d'autres personnes. Très bien, merci beaucoup Anaïs. Donc j'irai sûrement rencontrer les dirigeants de Big Mountain qui sont aussi ici dans la vallée. Oui. Ok. Ouais. Très bien, merci beaucoup et à bientôt. À tout vite. Merci. Merci. Bye. Ciao.